ferme isolée des Macpherson dans le nord de l'Australie. 7 années de silence interrompues par la visite fortuite d'un médecin. Derrière une clôture en tôle ondulée, des fragments d'os sont découverts qui bouleverseront le destin de tous les habitants. 3 dates, 3 disparitions mystérieuses, remarquées seulement par des étrangers, mais obstinément ignorées par la communauté locale. Maintenant, cette affaire ne peut plus être cachée. Trop de coïncidences et de concordances qui ne peuvent plus être expliquées par la simple logique. 7h43 du matin, petit aérodrome à Red Dust Cove, entouré d'un terrain désertique sans vie. Jonathan Kane, médecin du service médical royal de l'aviation, attend patiemment l'autorisation d'atterrissage de l'avion sanitaire. Le soleil, n'ayant pas encore eu le temps de monter haut, colore l'horizon d'une teinte orange poussiéreuse. Kane décide de s'abriter du soleil près d'une vieille clôture faite de tôle ondulée entourant la ferme des Macpherson. Dans la pénombre derrière la clôture, le regard du médecin remarque par hasard de petits fragments blanchâtres, comme des os d'animaux blanchis par le soleil. De telles découvertes dans cette région sont habituelles, ne troublent généralement personne. Cependant, Kane est alerté par leur taille et leur aspect inhabituel, trop fragile, trop petit. Un sentiment d'inquiétude apparaît instantanément, forçant Kane à mémoriser l'endroit. Il s'en va, s'efforçant de se convaincre que ce ne sont que des bagatelles. Mais les pensées troublantes ne le quittent plus. Le soir du même jour, il signale ses soupçons aux autorités locales. Et cette rencontre simple, presque fortuite, déclenche une chaîne d'événements qui changeront à jamais le destin de la famille Macpherson. Quelques heures plus tard, des agents de police et des criminologues arrivent à la ferme. Les premiers examens confirment immédiatement que le médecin avait raison dans ses soupçons. Dans les cendres d'un vieux fumoir sont découverts de petits fragments osseux et 8 germes dentaires, partiellement endommagés par le feu. Le laboratoire criminologique de Darwin, ayant confirmé les données au bout de 3 jours, annonce que les restes appartiennent à de très jeunes personnes venues au monde tout récemment. L'enquête commence à chercher des indices supplémentaires et ils apparaissent presque immédiatement. Sur le mur de la chambre arrière de la maison familiale des Macpherson pendent 3 bracelets en tissu avec des dates brodées 18-02-17, 0-30-6-20, 27-0-1-24. Ces chiffres sont d'abord perçus simplement comme une étrangeté. Mais la vérification des journaux de communication satellitaire de la ferme montre une coïncidence étrange. Exactement à ces dates, la communication avec le monde extérieur était complètement interrompue pendant exactement 36 heures. L'enquête se concentre sur 2 figures. Claire Macpherson, 34 ans, mère de famille. Une femme qui ces dernières années a pratiquement cessé de communiquer avec quiconque au-delà de la ferme. Les voisins la décrivent comme une figure silencieuse, presque muette, apparaissant en public rarement et à contre-cœur. Son statut est noté comme « suspect actif ». Le second nom, Duncan Macpherson, homme âgé et chef de famille de facto. On en sait encore moins sur lui. Les voisins ne se rappellent à pratiquement aucun cas où il aurait quitté la ferme, préférant mener une vie fermée, complètement isolée. Le statut de Duncan, les enquêteurs le définissent brièvement, dans l'ombre. L'un des premiers médecins ayant examiné la scène de crime avait émis l'hypothèse d'une attaque de chiens sauvages. Sur les restes osseux, des fragments de poils avaient été découverts, ce qui confirmait cette version. La police penchait initialement exactement pour celle-ci. Les animaux ici sont grands, dangereux, et des attaques sur les hommes s'étaient déjà produites auparavant. Cependant, très vite l'enquête comprend que tout ici est plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. Les restes semblent trop propres, comme si quelqu'un avait soigneusement et méticuleusement veillé à cacher toute trace possible. Le rapport préliminaire du laboratoire médico-légal, obtenu au bout de 2 jours, change radicalement la direction de l'enquête. Sur les restes sont découvertes des traces d'alcali.
Ce fait exclut complètement l'attaque d'animaux, car de telles traces ne peuvent apparaître qu'à la suite d'une action humaine délibérée. La Major Crime Squad demande immédiatement un mandat urgent de perquisition du territoire de la ferme Macpherson. À partir de ce moment, la police n'a pratiquement plus de temps pour réfléchir et temporiser. Les suspects ont une chance de détruire les preuves restantes. Claire Macpherson, 30 ans, en garde à vue. 3 disparitions mystérieuses, malheur ou action réfléchie. 2 jours se sont écoulés depuis que la police a officiellement arrêté Claire Macpherson. La salle d'interrogatoire du commissariat de Darwin, une pièce petite et ascétique, avec des murs couverts de peinture grise décolorée. En 2 jours, rien n'a changé ici. Seuls les visages des policiers ont changé et des piles de papier se sont ajoutées sur la table. Claire se tient à distance, presque indifférente. Pendant les dernières 24 heures, elle n'a jamais demandé ni nourriture, ni eau, attendant calmement les questions des enquêteurs. Sur le visage de la femme se lit seulement de la fatigue et de l'impénétrabilité, mais elle ne manifeste aucun signe évident de repentir ou d'agitation. L'inspecteur Sam Barton étudie attentivement les papiers devant lui. Parmi eux, les données définitives du laboratoire criminologique de Darwin qui confirment que les restes osseux et germes dentaires trouvés appartiennent à des parents de Claire du côté maternel. Ce fait est maintenant complètement confirmé et Claire ne nie plus son lien avec les fragments trouvés. À la question de l'inspecteur sur l'origine des restes, Claire répond calmement et posément. Selon ses dires, tous les 3, dont les restes ont été trouvés à la ferme, sont venus au monde déjà morts. Elle affirme qu'elle les a simplement enterrés comme elle pouvait, sans impliquer aucun de ses proches dans cela. Sa voix sonne de manière convaincante, mais les enquêteurs remarquent un détail important. La femme ne manifeste pas la moindre agitation ou tristesse en racontant une expérience si lourde. Ses réponses sont perçues comme apprises et formelles, comme répétées de nombreuses fois avant ce jour. Néanmoins, les enquêteurs doutent de son récit. L'expertise technique montre que Claire n'aurait physiquement guère pu transporter seule une charge d'environ 3 kg sur une distance de 28 mètres jusqu'au lieu d'inhumation, surtout compte tenu de son état physique immédiatement. Après l'accouchement, les calculs montrent une faible probabilité qu'une telle manipulation ait pu être accomplie par elle, sans l'aide d'une autre personne. Cela pousse la police à supposer que quelqu'un de ses proches a pu être complice, ou au moins témoin de ces événements. À ce stade, Claire change sa version, mentionnant que près de la ferme apparaissent régulièrement des chiens sauvages, des dingos, et se réfère au garde forestier Steve Long. Elle rapporte qu'elle a entendu de lui des cas où les animaux pouvaient voler et emporter tout ce qui traînait, y compris des restes. De sa part, cela sonne plutôt comme une tentative de trouver au moins quelque explication à ce qui s'est passé qu'une accusation intentionnelle d'une personne concrète. La police vérifie cette version et se rend immédiatement à la rencontre du garde forestier Steve Long, un aborigène local surveillant l'ordre dans les régions éloignées du district. Steve, familier depuis longtemps avec la localité et ses particularités, confirme que les dingos dans cette partie du pays se rencontrent effectivement souvent. Cependant, il affirme avec assurance que dans la nuit de la disparition du 27 janvier 2024, il se trouvait complètement ailleurs. La confirmation de l'alibi du garde forestier arrive pratiquement instantanément. Le journal GPS, saisi de la voiture de service Toyota Land Cruiser de Steve Long, démontre que le garde forestier cette nuit-là se trouvait à une distance de 42 km de la ferme Macpherson. Cela exclut complètement sa participation et son implication dans les événements mentionnés par Claire. Ainsi, la tentative de Claire d'expliquer les disparitions par l'intervention d'animaux sauvages et d'impliquer d'une manière ou d'une autre le garde forestier s'est révélée infructueuse. Long, qui s'était retrouvé au centre de l'attention de l'enquête, est maintenant complètement exclu de la liste des suspects possibles. Après l'exclusion du garde forestier du nombre des suspects, l'enquête change de focus. L'attention de la police se tourne vers le mari de Claire, Eoin Macpherson, qui jusqu'à présent n'était pratiquement pas mentionné dans les protocoles officiels. Son rôle dans les événements reste encore flou, mais la vérification de son alibi et de ses moyens techniques
devient maintenant une tâche prioritaire de l'enquête. De ses témoignages et de son comportement dépendra en grande partie la direction future de l'enquête. Eoin Macpherson, mari de Claire, reste au centre de l'attention de l'enquête. Il affirme que dans la nuit de la dernière disparition, il s'occupait de réparer l'onduleur solaire. Mais son récit est-il véridique ? Le matin du 19 mai, les enquêteurs arrivent de nouveau à la ferme Macpherson. Cette fois, l'objectif est clair. Ils doivent vérifier minutieusement les paroles d'Eoin Macpherson, mari de Claire. Eoin, homme de 35 ans de taille moyenne, accueille la police en silence, ne tentant pas de cacher sa tension. Il sait que l'attention est maintenant dirigée sur lui. Eoin affirme avec assurance que lors du dernier incident, survenu le 27 janvier, il se trouvait à la ferme et était occupé à réparer l'onduleur de la centrale solaire. Selon ses dires, la technique a fait défaut et il déconnectait l'onduleur manuellement pour effectuer la réparation nécessaire. Les enquêteurs vérifient cette déclaration en détail et trouvent des incohérences troublantes. La police saisit le journal d'enregistrement du dispositif Victron Inverter qui enregistre automatiquement chaque action avec lui. Les enregistrements disent complètement l'inverse. Aux dates indiquées par Eoin, l'onduleur n'était pas simplement temporairement déconnecté à cause d'une panne. Le log a enregistré que l'appareil avait été manuellement déconnecté pendant exactement 36 heures. Les enregistrements de panne ou de réparation sont complètement absents. Les témoignages d'Eoin commencent à paraître franchement douteux. Simultanément, les criminologues trouvent encore un autre indice clé dans le local auxiliaire de la ferme. Sur un seau dans lequel ont été découverts 5 kg d'hydroxyde de sodium, est trouvé un adhésif isolant avec une trace de salive d'Eoin Macpherson clairement préservée. La présence de sa salive sur le couvercle du seau, ce n'est plus une coïncidence. C'est une indication directe de sa participation active aux événements. Eoin est forcé de reconnaître le fait d'achat de l'alcali. Lors de l'interrogatoire, il explique son acquisition par la nécessité de nettoyer régulièrement les tuyaux d'eau. Eoin affirme que la ferme est vieille, les tuyaux se bouchent constamment, et l'alcali lui a été recommandé comme moyen pour déboucher. Pour confirmer ses paroles, il présente un reçu du magasin d'Alice Springs du 2 juin 2020. Cependant, les enquêteurs ont déjà examiné la ferme et savent que tous les tuyaux d'eau sur le territoire sont faits de polyéthylène et partiellement de tuyaux flexibles. Ce sont des matériaux pour lesquels l'utilisation d'alcali est non seulement inutile, mais aussi destructrice. Donc, l'explication d'Eoin sur la destination du produit chimique est complètement inconsistante. Ce même jour, les enquêteurs reçoivent des témoignages inattendus de la cousine germaine d'Eoin, qui vit dans l'agglomération voisine. La femme affirme qu'elle a entendu d'Eoin lui-même l'utilisation d'alcali pour l'élimination de carcasses de chèvres à la ferme. Elle est sûre qu'il faisait cela exclusivement pour économiser sur la procédure officielle de destruction des restes d'animaux. Au premier regard, la version semble convaincante et digne de vérification. Cependant, bientôt est découvert un nouveau fait, bien plus important, bouleversant la version de la sœur. Lors de l'examen minutieux de la ferme dans la grange, cachée derrière un tas de vieilles planches et de ferrailles, les enquêteurs trouvent un grand seau en plastique de 20 litres. Les experts criminologues notent immédiatement des traces suspectes sur les parois intérieures. Les analyses subséquentes montrent un résultat sans équivoque. Sur le seau sont découvertes des traces mélangées de sang de Claire Macpherson et de quelqu'un de très jeune, celui-là même dont les restes avaient été découverts plus tôt. Cet indice devient l'argument décisif réfutant l'histoire sur l'élimination d'animaux. Maintenant, la police sait exactement qu'Eoin n'a pas simplement participé, mais a aussi activement appliqué des produits chimiques, manifestement pas à des fins ménagères. Il devient évident que les événements se produisant à la ferme Macpherson ne sont pas un hasard et pas une tragédie domestique. L'enquête passe à une nouvelle étape. Maintenant, tous les efforts sont dirigés vers la compréhension de la figure de l'aîné de la famille, Duncan Macpherson. C'est exactement lui, membre aîné de la famille, homme restant constamment dans l'ombre, qui attire maintenant l'attention maximale de l'enquête. Dans son passé se cachent peut-être les réponses à de nombreuses questions
restant jusqu'à présent sans explication. Dans les profondeurs de la ferme Macpherson, une nouvelle découverte change complètement l'ampleur de ce qui s'est passé. Qui est derrière cela ? Le matin du 20 mai à la ferme, Macpherson règne un silence tendu. Les enquêteurs de la Major Crime Squad, ayant pleinement réalisé la gravité des indices contre Eoan, élargissent le cercle de recherche. Maintenant, leur attention est concentrée sur encore un autre emplacement, la fosse à compost, située dans la cour arrière de la ferme. Cet endroit, semblant complètement ordinaire pour la campagne, était resté jusqu'à présent inaperçu. La vérification initiale du sol amène les enquêteurs à décider d'ouvrir complètement la fosse. Après quelques heures de travail, à une profondeur d'environ 2 mètres, est découverte une couche dense de charbon de bois datant d'environ 2017. Et juste derrière elle, cachés dans le sol noirci par le temps, apparaissent des restes osseux appartenant manifestement à plusieurs très jeunes êtres. Leur quantité fait que les policiers se figent instantanément. Il devient évident que l'ampleur de ce qui s'est passé ici est beaucoup plus large que supposé précédemment. Le groupe criminologique effectue immédiatement un test express du sol et des eaux à l'aide d'un indicateur chimique spécial, PhosCheck. Le test montre instantanément une haute teneur en phosphate et azote, marqueur chimique clair de combustion de protéines. Ainsi, le soupçon que les restes avaient subi une combustion intentionnelle devient un fait indubitable. Les événements de 2017 deviennent maintenant aussi un épisode clé de l'enquête. Pour les enquêteurs, cela signifie que les Macpherson cachaient non seulement les derniers événements, mais aussi des tragédies beaucoup plus anciennes. Simultanément, l'enquête réussit à trouver un témoin complètement nouveau. Un pilote du service médical de l'aviation qui travaillait sur cette route encore en février 2017. L'homme, récemment retraité, raconte volontiers à la police les détails de cette journée étrange. Selon ses dires, le vol commandé pour l'aide médicale urgente à la ferme Macpherson avait été soudainement annulé par le commanditaire lui-même, bien que le temps fût clair et les conditions de vol idéales. Ce fait est fixé documentairement et suscite une suspicion particulière chez les enquêteurs. Les enquêteurs vérifient rapidement les conditions météorologiques de ce jour, s'adressant au météorologue bénévole qui tenait un journal météorologique à Red Dust Cove. L'homme confirme que la visibilité était excellente, plus de 10 km, et qu'aucun obstacle météorologique pour l'avion médical n'existait. Cela ne signifie qu'une chose. L'annulation de l'appel a été faite intentionnellement pour empêcher l'apparition de personnes étrangères à la ferme exactement ce jour-là. Ainsi, il devient clair que les tentatives des Macpherson de cacher ce qui se passait ont commencé beaucoup plus tôt et étaient beaucoup plus réfléchies que supposé précédemment. Additionnellement, est menée une recherche minutieuse de tous les restes osseux trouvés qui, selon les premiers témoignages, auraient soi-disant pu être emportés par des animaux sauvages. Le pathologiste judiciaire, ayant étudié minutieusement les fragments trouvés, rejette définitivement cette version. Selon le rapport officiel, sur aucun échantillon ne sont découvertes des traces de morsures ou d'action de dents d'animaux. Tous les dommages, sans exception, portent le caractère d'action thermique. La question des dingos est fermée une fois pour toutes. Ce même matin, la police arrive finalement à l'aîné de la famille, Duncan Macpherson. Son logement est fouillé particulièrement minutieusement. Parmi les affaires personnelles de Duncan, les enquêteurs trouvent un ordinateur portable sur le bureau duquel est conservé un fichier PDF avec le nom Right of First Flesh V2. Le document s'ouvre et est étudié très superficiellement pour éviter des détails excessifs. Mais même un regard rapide permet à la police de comprendre que ce texte est manifestement lié aux événements se produisant à la ferme. À partir de ce moment, Duncan devient officiellement suspect. Maintenant, la tâche principale de l'enquête, étudier la personnalité de Duncan Macpherson et découvrir son rôle dans ce qui se passe. Jusqu'à présent, Duncan se trouvait dans l'ombre, évitant l'attention de la police. Maintenant, son passé et son idéologie doivent être étudiés de la manière la plus minutieuse. De cela dépend à quel point l'enquête ira loin
et si elle réussira à révéler toute l'ampleur de ce qui s'est passé à la ferme Macpherson. Duncan Macpherson, 62 ans, mis en garde à vue. La question principale de l'enquête: comment cet homme a-t-il soumis toute la famille? Tôt le matin du 21 mai, Duncan Macpherson franchit pour la première fois le seuil du commissariat de Darwin. Cet homme âgé, resté auparavant, figure imperceptible dans l'affaire, paraît maintenant calme et retenu. Dès le début, il ne tente pas de nier son rôle dans la vie de la famille, mais ses réponses sont extrêmement prudentes et soigneusement réfléchies. Pour les enquêteurs, il est évident que Duncan est une personne pas simple et sait manifestement garder ses émotions sous contrôle. Dans le bureau des analystes de police sont déjà posés les résultats de l'étude du document trouvé sur l'ordinateur portable de Duncan. Le fichier sous le nom Right of First Flesh V2. Ce texte, malgré des fragments partiellement censurés, montre clairement que c'est exactement Duncan qui a créé la justification idéologique de ce qui se passait dans la famille. Mais l'enquête ne révèle pas encore cela complètement, s'efforçant de comprendre plus à travers Duncan lui-même. En même temps, les analystes trouvent un vieux journal de Duncan Macpherson, daté encore de 1998, 26 ans avant les événements d'aujourd'hui. Parmi de nombreuses notes domestiques, il y en a une qui se distingue par son étrangeté et son imagerie effrayante. Il mentionne que la fumée d'un très jeune être serait soi-disant capable de prolonger le souffle du vieux berger. À ce stade, l'enquête comprend. L'idée que Duncan a commencé à utiliser plus tard a des racines profondes et a été formulée bien avant les événements des dernières années. La vérification supplémentaire du passé de Duncan mène à un témoin de 2002, un vétérinaire local. Il informe la police qu'au début des années 2000, Duncan appliquait déjà des méthodes étranges à la ferme. Il fumait de petits chevreaux, expliquant cela par quelques destinations médicinales. Alors on n'y avait pas prêté attention, considérant cela comme une lubie étrange mais relativement inoffensive d'un fermier âgé. Maintenant, tout paraît différent. Un intérêt particulier suscite chez l'enquête la construction même de la fosse à compost, transformée en fait en énorme fumoir. Quand les enquêteurs demandent les documents sur sa construction, il s'avère rapidement que la fosse avait été érigée peu avant le début des premiers événements connus. Le reçu de la compagnie Catherine Bricks de 2016 montre l'achat de 600 briques réfractaires. Ces briques étaient réellement disponibles sur le marché australien à la période indiquée, et Duncan ne nie pas leur acquisition. Cependant, il n'explique pas la vraie destination d'une si grande quantité de matériaux spécialisés. L'enquête remarque rapidement un détail important. La date d'achat des briques coïncide avec la première grossesse de Claire Macpherson. Maintenant, le tableau commence progressivement à se dessiner. Duncan se préparait manifestement à l'avance aux événements, planifiait et préparait la base technique bien avant le début du premier épisode enregistré. L'avocat de Duncan, présent à tous les interrogatoires, tente de diriger l'attention des enquêteurs dans une autre direction. Il déclare officiellement que la fosse de fumage était utilisée exclusivement pour le traitement et le fumage du bétail agricole. Cette explication sonne plausible. La ferme Macpherson gardait effectivement beaucoup d'animaux, et au premier regard, les paroles de l'avocat ont droit à l'existence. Cependant, les enquêteurs savent déjà que l'explication simple ne concorde pas avec les faits établis précédemment sur les lieux. Maintenant est nécessaire un indice ferme qui pourrait définitivement réfuter cette version. La solution vient rapidement. Un analyseur portable de fluorescence X est envoyé à la ferme par les criminologues, ce qui permet d'étudier en détail la composition chimique de la maçonnerie de briques. Les résultats de l'analyse sont extrêmement clairs. Sur les briques sont découvertes des microparticules de phosphate et de calcium, restes typiques apparaissant exclusivement au contact avec des restes humains. Aucune application agricole de telles traces ne peut exister. La fausse version de l'avocat sur l'application de la fosse de fumage pour les animaux s'effondre sous la pression de cet indice scientifique direct. Après ces découvertes et preuves, l'enquête comprend. Le rôle de Duncan ne se résume pas seulement à la participation technique ou à la simple direction de la famille. Il s'occupait manifestement de la préparation planifiée des événements, utilisant en même temps des convictions profondément implantées dans la conscience de la famille.
Maintenant est venu le temps d'étudier plus attentivement l'aspect psychologique. Comment exactement Claire et les autres membres de la famille ont pu se retrouver sous une influence si forte de Duncan? Et comment cette influence fonctionnait? Pendant des années, la ville affaiblit le sang. C'était la légende principale de la famille Macpherson. Mais comment la peur de l'exil est-elle devenue le principal instrument de contrôle sur Claire? Le matin du 23 mai, les enquêteurs reçoivent une preuve importante éclairant l'état psychologique de Claire Macpherson, figure centrale de l'enquête. Parmi la multitude de papiers saisis de la maison Macpherson plus tôt, est découverte une lettre envoyée par Claire à sa sœur encore en 2019. Dans cette lettre courte et désespérée, Claire avoue à sa sœur que si elle ne peut pas passer un certain rituel mystérieux, alors, selon sa profonde conviction, sa vie s'interrompra avant qu'elle n'atteigne 30 ans. Ces mots sonnent sinistrement, mais expliquent beaucoup de ce qui paraissait précédemment complètement inexplicable. Les enquêteurs voient pour la première fois, distinctement, que c'est exactement la peur devant la punition mythique qui pouvait retenir Claire de fuir ou de demander de l'aide. Maintenant, c'est évident. Le contrôle de Duncan Macpherson sur elle n'est pas seulement cruel, mais aussi soigneusement réfléchi. Pour la compréhension ultérieure de la situation, la police invite un psychologue expérimenté spécialisé dans les cas d'influence sectaire. Après une analyse détaillée des lettres, témoignages et comportements de Claire, le psychologue tire une conclusion sans équivoque. Chez la femme sont présents des signes prononcés de troubles dépendants qui sont caractéristiques des personnes ayant subi pendant des années un contrôle cultuel. Le psychologue explique aux enquêteurs qu'une telle influence s'atteint par un traitement de conscience prolongé et systématique, basé sur la peur de l'isolation et de l'exil de la communauté. Dans le cas de Claire, la peur devant la possibilité de se retrouver en ville, où, selon la légende familiale, le sang s'affaiblit, est devenue absolue et écrasante. Maintenant, il est important pour les enquêteurs de comprendre à quel point Claire elle-même réalisait la gravité de ses actions. Selon les résultats de l'expertise des psychologues et psychiatres fournis à l'enquête, il devient clair. Claire agissait effectivement sous une forte suggestion et pression de la part de l'aîné de la famille. Cependant, le rapport souligne que la femme comprenait complètement les conséquences de ses actions et pouvait les évaluer dans le cadre de la réalité. Cela signifie que, malgré la pression, Claire n'est pas privée de responsabilité complètement. La police voit maintenant clairement devant elle une personne qui s'est trouvée simultanément victime et participant des crimes. Cette dualité complique considérablement les actions ultérieures de l'enquête et la prise de décision définitive. En réponse à ces conclusions, l'avocat de Claire insiste sur la version de psychose postpartum. La défense tente de prouver que la femme ne réalisait pas ses actions et ne pouvait pas se rendre compte à cause de l'état psychologique extrêmement lourd causé par l'accouchement. Bien que cette explication ait un droit formel à l'existence, les données des conclusions psychiatriques déjà existantes affaiblissent considérablement cette version. Les enquêteurs comprennent qu'il sera possible de rejeter ou confirmer définitivement cette piste seulement après des examens médicaux plus approfondis. Cependant, à ce moment apparaît encore un témoignage important, changeant complètement la vision de l'affaire. Lors de l'étude du journal des messages satellitaires du modem Iridium de la ferme Macpherson pour le 26 janvier 2024, est découvert un SMS court de Claire à Duncan. Le texte est laconique et clair. « Je suis prête. Pour nous. » Pour les enquêteurs, ce message devient la preuve la plus importante confirmant le caractère conscient de ses actions et la présence d'intentions. Maintenant, il est déjà impossible de percevoir Claire seulement comme une victime passive des circonstances. Elle participait manifestement à la planification et réalisation de tout ce qui s'est passé à la ferme, bien que le degré de sa conscience et de sa soumission nécessite encore une analyse ultérieure. Après la découverte de ce SMS, la police procède à l'étude de l'histoire d'achats et d'utilisation de trousses obstétricales régulièrement achetées par la famille Macpherson. Cette ligne d'enquête mène à la coopérative agricole locale Red Dust Agricultural. Les enquêteurs ont l'intention de découvrir qui et quand
exactement achetaient les complexes médicaux et à quel point c'est lié aux événements à la ferme Macpherson. Un indice inattendu du passé éclaire la participation de personnes extérieures. Qui se cachait derrière l'achat de matériaux médicaux ? Tôt le matin du 25 mai, au commissariat de Darwin, arrive un message inattendu d'un expéditeur inconnu. Il contient une photo de facture pour trousse obstétricale numéro 229 de 2020. La signature du comptable sur le document est distinctement visible. Ross Moss. Ce nom apparaît pour la première fois au cours de l'enquête. Et pour la police, c'est un signal. Il est temps de regarder plus attentivement une personne qui ne figurait aucunement précédemment dans les matériaux de l'affaire. Les enquêteurs commencent la vérification et établissent rapidement que Ross Moss est un ancien membre de la communauté Macpherson. Il l'avait quitté en 2021 et depuis vivait séparément, évitant les contacts avec la famille. L'enquête réussit à le retrouver rapidement et à le convoquer pour interrogatoire. Lors de la conversation avec la police, Ross Moss accepte de raconter sa version des événements. Il confirme qu'il appartenait à la communauté et exécutait des fonctions comptables. En particulier, il formalisait les achats de matériaux médicaux et chimiques. Cependant, selon ses dires, Duncan Macpherson lui disait personnellement des choses étranges qui déjà alors paraissaient troublantes à Ross. Soi-disant, ne pas partager la chair du premier-né était considéré comme un grand péché. En même temps, Moss insiste qu'alors, il ne percevait pas ces paroles littéralement et ne pouvait pas supposer les vraies conséquences de ses achats. Parallèlement au témoignage de Moss, la police mène un audit de la compagnie Red Dust Agricultural par laquelle passèrent les paiements. La vérification d'audit de l'ASIC confirme que cette coopérative était en fait une société écran. Par le compte à la banque Catherine Bank, passaient les paiements non seulement pour les trousses médicales, mais aussi pour les produits chimiques, y compris l'hydroxyde de sodium et l'extrait d'acacia. Les enquêteurs s'intéressent directement à savoir si Ross Moss était au courant du but de ses achats. Sa réponse sonne de manière convaincante. Au début, il affirme qu'il ne savait absolument rien, considérant qu'il s'agissait seulement d'accouchements à domicile caché, répandus dans les communautés rurales d'Australie. Cependant, bientôt ses paroles sont mises en doute. Sur la clé USB saisie chez lui le jour de l'arrestation et immédiatement scellée avec l'utilisation de hachage SHA 256, est découverte une correspondance dans laquelle Moss discutait personnellement les détails d'achat d'Alcali. Les messages contenaient des indications sur l'urgence de la livraison, immédiatement après l'accouchement. Ce qui témoignait manifestement de sa compréhension de la spécificité de la situation. Maintenant, il devient clair que Moss savait plus qu'il ne l'avouait précédemment. Il n'était pas simplement comptable, mais un maillon important dans la chaîne de fourniture de matériaux utilisés dans les crimes à la ferme Macpherson. Ross Moss tente de se présenter comme une personne trop petite et insignifiante pour comprendre les véritables intentions de Duncan et de la famille Macpherson. Il dit qu'il se voyait seulement comme un exécutant ordinaire, obligé d'exécuter les indications des membres aînés de la communauté. Les enquêteurs fixent attentivement cette version. Cependant, il est déjà clair que le degré d'information de Moss était considérablement plus élevé qu'il ne tente de le montrer. Néanmoins, à ce stade, il est important de souligner que le rôle de Moss n'est pas clé ou dirigeant. Il n'était pas idéologue. Plutôt, ses fonctions portaient un caractère pratique. La preuve la plus importante apparaît ce même jour quand les spécialistes criminologues recherchent minutieusement les tableurs électroniques saisis chez Ross Moss. Parmi eux est découverte une note FF Window 36 Hush. Lors de la vérification des dates et de la comparaison avec les journaux de l'opérateur de communication satellitaire Iridium, il devient clair que le cadre temporel désigné dans le tableur coïncide complètement avec les périodes déjà connues de 36 heures de déconnexion de communication de la ferme Macpherson. Cet indice prouve sans équivoque que Moss connaissait non seulement les faits eux-mêmes, mais aussi le temps exact des événements se produisant. À partir de ce moment, Ross Moss passe officiellement au statut de témoin à charge. Il ne tente plus de nier sa connaissance des circonstances, comprenant que la résistance ultérieure est inutile. Avec l'apparition de Moss et de ses témoignages,
l'enquête reçoit enfin la clé de la participation directe de chacun des 3 personnages principaux, Claire, Ewan et Duncan. Maintenant, la police se prépare à passer à l'analyse des matériaux vidéo qui doivent fixer leur participation directe et confirmer définitivement le degré de responsabilité de chacun. L'enquête sur la ligne d'arrivée. La question principale était maintenant de savoir qui exactement était l'initiateur, l'aîné Duncan, la mère Claire ou son mari Ewan Macpherson. Le 28 mai, 3 jours après les témoignages clés de Ross Moss, l'enquête reçoit de nouvelles preuves éclairant le rôle de chacun des 3 suspects. Maintenant, l'attention principale est rivée à la personnalité d'Ewan Macpherson, qui paraissait précédemment la figure la moins significative parmi les suspects. Le matin, dans la maison Macpherson, la police trouve une note cachée parmi les papiers et vieux livres d'Ewan. Dans la note est écrit laconiquement « Brûle pendant que c'est chaud, sinon les esprits pleurent ». Ce texte suscite immédiatement chez les enquêteurs des associations avec le journal de Duncan Macpherson, précédemment saisi et minutieusement étudié. Les policiers transmettent la note pour expertise. Ce même jour, l'expert linguiste donne une conclusion confirmant que les mots de la note sont absolument identiques aux tournures stylistiques et linguistiques utilisées par Duncan dans les notes de journal faites il y a de nombreuses années. Cela parle du fait que l'aîné ne contrôlait pas simplement la famille, mais influençait aussi directement les actes d'Ewan, lui dictant même les formulations d'action. Ewan, évidemment, n'était pas une figure autonome. Pour l'enquête, il devient important de comprendre qui est donc Ewan Macpherson. Seulement un pion dans le jeu d'autrui ou l'exécutant direct d'actions lourdes. Le psychiatre, ayant étudié les matériaux de l'affaire et les résultats des conversations avec Ewan, présente une conclusion sans équivoque. L'intellect du suspect est considérablement inférieur à la moyenne, et il se trouvait sous la suggestion absolue de Duncan et Claire. Le psychiatre le caractérise comme une personne menée, capable d'exécuter des indications sans poser de questions et sans analyser les conséquences. Cela explique pourquoi Ewan est devenu participant d'événements lourds sans opposer aucune résistance. Pendant ce temps, l'avocat de Duncan entreprend une tentative de défendre son client, affirmant que l'aîné n'a jamais été présent directement lors de la combustion des restes et par conséquent ne peut pas être accusé de participation directe. Selon la version de la défense, toutes les actions étaient accomplies exclusivement par Ewan et l'aîné ne porte pas de responsabilité personnelle pour ces événements concrets. Cependant, la police a déjà des faits réfutant de telles affirmations et bientôt apparaît l'indice définitif qui ferme tous les doutes sur le rôle de Duncan. Le soir du 28 mai, la police obtient accès au dernier indice décisif. C'est un enregistrement vidéo du téléphone portable de Ross Moss, fait le 3 juin 2020. La qualité de la vidéo est suffisamment élevée et les figures sur l'enregistrement sont facilement reconnaissables. Sur les images, on voit distinctement que près de la fosse de fumage se trouve exactement Duncan Macpherson. C'est exactement sa voix qui donne des indications claires de descendre le seau. Malgré les affirmations de la défense, il est maintenant exactement établi. L'aîné était personnellement présent et dirigeait le processus. Cette vidéo devient la preuve décisive liant définitivement Duncan à la participation directe aux événements survenus. Après l'analyse de toutes les preuves présentées, la police transmet le dossier rassemblé au Crown Prosecution Service, service d'accusation royale. Maintenant, l'affaire passe officiellement au stade de préparation du procès judiciaire. L'accusation est sûre de la force des preuves rassemblées et a l'intention de présenter au tribunal un tableau exhaustif de la participation de chaque suspect. Le 12 mars 2025, au tribunal suprême du territoire du Nord à Darwin, commence la séance finale. Pendant plusieurs mois d'audience judiciaire et de travail minutieux de l'enquête, le tableau que la police assemblait méticuleusement à partir de nombreux faits et indices a acquis son achèvement. Aujourd'hui, presque 1 an après les premières découvertes choquantes à la ferme Macpherson, le juge annoncera sa décision. La salle d'audience est remplie à craquer, mais y règne un silence absolu. Les suspects, Duncan, Claire et Ewan Macpherson,
se trouve derrière une cloison de verre, attendant silencieusement l'annonce du verdict. Ils ont pris la décision d'un procès sans participation de jurés, ce qui parle de la volonté d'éviter une attention supplémentaire. Cependant, l'intérêt public pour cette affaire est énorme et compréhensible. Le crime s'est révélé si embrouillé et effrayant qu'il a laissé une trace dans la conscience de toute la région. Le juge énumère méthodiquement les preuves, sans commentaire superflu assemblant le tableau général du crime. Il confirme que les appels du service médical RFDS à la ferme étaient effectivement annulés par les membres du clan eux-mêmes. Tous ces épisodes coïncidaient avec la déconnexion manuellement effectuée de la communication satellitaire par le modem Iridium, qui était étouffé exactement pendant 36 heures. C'est exactement ce temps qui était utilisé pour mener les rituels et la dissimulation subséquente de toute preuve. L'enquête a établi qu'encore en 2016, Duncan Macpherson avait construit à l'avance une fosse spéciale, la revêtant de briques réfractaires spéciales. Leur destination a été clairement établie par les experts criminologues à l'aide de l'analyseur XRF, qui a révélé des restes de matériaux biologiques humains. Les produits chimiques pour dissimuler les restes étaient achetés à plusieurs reprises, et 3 fois a été fixé l'achat de grandes parties d'hydroxyde de sodium. Avec le bois d'acacia, le produit chimique était utilisé pour la destruction complète de toutes les traces biologiques. Les bracelets en tissu avec des dates brodées, trouvés dans l'habitation de la famille, se sont révélés une confirmation documentaire des événements accomplis. Chaque date coïncidait avec les périodes de déconnexion de communication et de découverte de traces de destruction de restes. L'analyse ADN a établi sans doute l'appartenance des victimes à la famille Macpherson. La vidéo clé fournie par Ross Moss a confirmé la direction directe de Duncan Macpherson de tous les processus. Sa voix et sa figure sont distinctement visibles sur les enregistrements où il donne des ordres de descendre le seau dans la fosse. Au fur et à mesure que le juge lit les détails du crime, Duncan Macpherson perd son sang-froid. Son visage habituellement imperturbable se déforme soudain et il se lève brusquement de sa place. Les huissiers réagissent instantanément, réussissant à le retenir, mais Duncan crie plusieurs fois « Je sauvais le sang ». Sa voix tremble, une panique clignote dans ses yeux, mais on le fait rapidement se rasseoir. Il ne dit plus rien, regardant silencieusement devant lui. Le juge ne commente aucunement cet épisode, continuant à lire la partie finale de sa décision. Le tribunal établit que Claire Macpherson agissait sous l'influence de la peur et de la suggestion, cependant réalisait complètement les conséquences de ses actions et participait activement à ce qui se passait. Ewan Macpherson, selon la conclusion des psychiatres, s'est révélé une personne de niveau intellectuel bas, complètement soumise à l'influence de sa femme et de l'aîné, mais néanmoins participait personnellement à la destruction des traces de crimes. Quant à Duncan Macpherson, son rôle est reconnu comme central. Il est l'initiateur, organisateur et principal inspirateur de tous les événements survenus. Le tribunal souligne aussi séparément, malgré tous les efforts de l'enquête et des criminologues, le nombre exact de victimes, surtout relatives à la période de 2017, est impossible à déterminer à cause de la destruction d'échantillons ADN par le temps et l'action de substances chimiques. Ainsi, la vraie ampleur de ce qui s'est passé peut rester inconnue à jamais. En conclusion de la séance, le juge du tribunal suprême du Territoire du Nord rend le jugement définitif sur l'affaire. Claire Macpherson est reconnue coupable et condamnée à la réclusion à perpétuité avec une durée minimale de purge de peine de Doxen-Ossisen, 25 ans. Malgré les circonstances atténuantes de pression psychologique, le tribunal a reconnu ces actions trop lourdes pour considérer une mesure de punition moindre. Duncan Macpherson, reconnu organisateur principal et inspirateur, est condamné à 30 ans de réclusion sans droit à libération conditionnelle. Ewan Macpherson est reconnu coupable de participation active au crime et reçoit 22 ans de réclusion. La dernière phrase du juge sonne uniformément et sèchement. Le nombre exact de victimes de 2017 est impossible à établir. Sur ces mots finissent les paroles. Le juge ferme le dossier avec les matériaux de l'affaire et quitte la salle d'audience. À sa suite, la salle quitte lentement les journalistes et les rares spectateurs.
Les accusés sont silencieusement emmenés par les agents du service de sécurité du tribunal. La ferme Macpherson est maintenant fermée et scellée par la police. La fosse à compost, lieu des derniers indices et des découvertes les plus terribles, reste sous sceau spécial. Le vent du désert disperse silencieusement et indifféremment la poussière rouge sur le terrain sans vie, gardant encore des secrets non révélés et peut-être à jamais perdus de ce lieu sombre.